Euh, J'espère que tout va bien se passer parce que je ne suis pas sur mon ordinateur et un ordinateur c'est censé être personnel, personal computer et bon, voilà. Euh, je vous remercie de m'avoir présenté comme enseignant, mais vu la blancheur de mes cheveux, ça commence à devenir, je ne suis plus que conférencier et le reste de ma journée, je m'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle C&F Édition, euh, dont la spécialité, le cœur de métier est la culture numérique. Vous le verrez, j'ai présenté quelques ouvrages comme parce que je cherchais des illustrations, puis je me suis dit qu'après tout, si je fais ça toute la journée, c'est bien qu'il doit y avoir une relation avec ce que je vais vous raconter comme bêtises maintenant. Donc voilà, c'est fait. Il y a toute une série de moyens de me joindre si vous voulez par la suite prolonger. Alors, moi je ne vais pas parler de territoire parce que ce n'est pas ma spécialité, donc parce que j'y connais pas grand-chose, et si j'y connais pas grand-chose, le mieux est de n'en point parler. Par contre, je vais parler de choses détérioralisées. Voilà, vous voyez bien que j'y connais rien. Ah si, ça me fait penser à une chose. Non seulement vous allez pouvoir avoir la vidéo et donc mes bafouillages, mais aussi j'ai donné à Stéphane Gardet les diapositives, donc c'est pas la peine de les prendre en photo, vous pourrez les récupérer sur le site du CNFPT après. Et puis si, des étudiants de l'Université de Caen ont généreusement retranscrit dans un petit livre une de mes conférences, qui reprend aussi pas mal de choses, je me répète, hein, vous savez, les cheveux blancs, tout ça. Et ça, c'est bon, il y a très peu de versions imprimées, ils se le sont réservés pour eux, mais il y aura une version numérique en ligne à partir de la semaine prochaine qui sera gratuite, voilà, distribuée comme ça. Alors, revenons. Le numérique, je pense qu'il faut surtout le penser comme un écosystème, mais à aucun moment comme un outil extérieur à nous que nous utiliserions dans certains buts. Nous sommes plongés en fait dans l'écosystème numérique qui intervient dans tous les aspects de nos vies, hein, depuis nos activités. Enfin, vous savez bien maintenant que la première chose que vous faites le matin, c'est d'allumer votre téléphone portable, si tant est qu'il est éteint pendant la nuit, voilà, jusqu'aux activités les plus intellectuelles, voire aux déclarations de guerre qui se font maintenant via X, on ne dit plus Twitter. Alors, si c'est un système, un écosystème, c'est aussi et avant tout un système idéologique. La technologie, c'est la technique plus le discours. Et quand on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on doit intégrer les discours et donc derrière les idéologies qui sont présentes chez les gens qui organisent ces discours. Et les discours, la plupart du temps, sont aussi des discours promotionnels du service informatique. On voit bien un grand communicant comme Steve Jobs était à la fois un évangéliste de Apple, mais aussi quelqu'un qui produisait du discours, au point que les gens sont allés mettre des bougies devant les Apple Store quand il est décédé. Donc voilà. Alors, il y a toute une série de pensées, notamment la pensée du technosolutionnisme. C'est-à-dire que face aux crises que nous connaissons, il y aura bien quelque part une solution technique. Excusez-moi, j'y crois pas. Je les laisse y croire, mais je n'y crois pas parce que je pense que c'est fondamentalement ce qu'on appelle l'idéologie californienne, qui consiste à aller vite, casser ce qui existe, et puis on verra bien ce qui se transformera après. Ça s'appelle l'ubérisation de la société, sur un autre mot que vous connaissez peut-être plus facilement. C'est aussi un monde d'hommes. Hein, le monde de la technologie est avant tout un monde d'hommes, et ça, c'est un peu dangereux pour l'équilibre de l'ensemble de la société. Alors, un des premiers textes fondateurs de cette idéologie, c'est celle de John Perry Barlow, qui a été établi en 1996 sur la déclaration dite d'indépendance du cyberespace, c'est-à-dire l'idée que ce qui se passerait dans le cyberespace, dans cet espace numérique, serait immatériel, sans poids, ne pèserait pas sur la planète. Vous avez tous compris maintenant que c'est complètement faux. Mais en même temps, ce texte a eu une valeur promotionnelle. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans tous ces discours, toutes ces idéologies, il y a des choses positives et donc qui nous emballent, qui nous aident à aller de l'avant. Et c'est cette contradiction qui, je crois, va essayer de traverser toute la présentation que je vais faire ce matin. Alors oui, c'est une ponction sur la planète. Il n'y a pas d'économie immatérielle, weightless, comme disaient les idéologues californiens des années 90. C'est en fait une recherche permanente pour obtenir des matériaux avec peut-être à venir
ou peut-être déjà la guerre des Grands Lacs au Congo est vraisemblablement la guerre pour obtenir les terres rares qui sont nécessaires à la fabrication du système informatique. C'est aussi un poids énorme sur l'énergie, c'est 5% de la consommation énergétique mondiale. Et attention, cette consommation ne se fait pas seulement dans les usines, alors que dans l'ensemble des autres consommations, ce sont les usines qui consomment et produisent le plus de CO2 sur la planète. Ici, presque les usines sont à la fois ce qui consomme le moins par rapport à leur activité, mais ce qui consomme le plus, c'est nos appareils quotidiens, ceux que nous tous avons dans les poches parce que nous sommes très nombreux. Donc là aussi, il faut se méfier de ces choses-là. Enfin, la consommation est importante parce qu'à aucun moment dans les formations, notamment les formations des développeurs, des informaticiens, il n'y a de prise en compte de la consommation énergétique de ce qu'ils font. Ça ne fait pas partie de la formation, donc ce n'est pas une préoccupation des ingénieurs informatiques. Alors il faut que ça change, hein, ça commence dans de nombreuses écoles d'ingénieurs maintenant, il y a une sensibilisation à refaire de l'informatique autrement, c'est-à-dire, rendez-vous compte que cet ordinateur que vous avez dans la poche est plus puissant que celui qu'a envoyé un homme sur la Lune. Donc on arrivait bien à l'époque à faire des choses qui consommaient beaucoup moins d'énergie. Donc la question est de savoir, en fait, derrière le mot sobriété numérique, est-ce qu'on veut moins de numérique ou est-ce qu'on veut un numérique plus sobre ? C'est une des questions là aussi ouvertes que je vous laisse, parce que derrière, il y a ce qui s'est passé dans les années 70, qui est toute cette émergence d'un imaginaire technique, un nouvel imaginaire technique dans lequel ces deux jeunes garçons, Steve Jobs et Steve Wozniak, ont inventé un peu le système de l'informatique individuelle, celle qui allait devoir nous dispenser des méga-systèmes informatiques qu'on connaissait auparavant et qui étaient utilisés pour créer des banques de données sur l'ensemble de la population. C'est d'ailleurs pour éviter ça qu'a été créée en France la CNIL, Commission nationale des informatiques et libertés. Et donc, c'est un hasard, Monsieur Saudade, mais c'est John Licklider qui est cité ici parce que justement, il appelait et il a largement financé l'idée de faire une symbiose de l'homme et de la machine, un peu ce que nous connaissons maintenant, puisque, bon, elle n'est pas encore branchée directement dans notre cerveau, ça c'est le projet de Elon Musk, mais elle est au moins près du cœur. Donc voilà, donc c'est quelque chose dont il faut se méfier. En même temps, méfions-nous un peu des prophéties comme celle de Licklider. Rappelez-vous que John Maynard Keynes avait dit avec les développements technologiques, dans les années 2000, nous travaillerions à peu près 15 heures par semaine. Ah, mais il était optimiste, hein, parce que Aristote, lui, qui a plus de recul, disait le jour où les navettes marcheront tout seuls, viendra enfin l'âge d'or. Il n'avait pas prévu l'âge du chômage. Voilà, voilà, la vidéo ne marche pas. C'est dommage. Alors, deux mots sur cette vidéo parce que elle sera dans d'autres... Ça m'énerve. Cette vidéo, c'est la présentation en 1984 du Macintosh qui nous montrera, alors c'est une parabole sur la destruction de l'informatique centralisée. C'est un petit film promotionnel fait pour Apple par Ridley Scott. Et, comment dire, c'était la première fois qu'en fait on avait une apparition de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'une idéologie mise en place autour de l'informatique en disant que l'informatique individuelle sera le moyen de briser Big Brother, l'informatique centralisée et toutes ces choses-là. Et donc dans la salle, il y avait des personnes en costume de flanelle qui regardaient Big Brother, sidérées, et d'un seul coup, une jeune fille, la seule à être en couleur, qui va détruire l'écran de Big Brother. Aujourd'hui, on a un peu la même scène, si vous aviez pu voir la vidéo, qui est aujourd'hui notre ami Mark Zuckerberg, passant à côté de tous ces gens lobotomisés par leur appareil de réalité virtuelle. Alors, autre aspect de l'idéologie de création du numérique, c'est la liberté d'expression. C'était vraiment le modèle fondateur de l'Internet. C'est l'idée que si chacun peut s'exprimer, alors la liberté va se développer. Pareil, ils n'avaient pas vraiment prévu le cyberharcèlement.
Pourquoi c'était important? Parce qu'en fait, on allait pouvoir... Auparavant, il fallait créer un média pour pouvoir diffuser de l'information. Tout le monde pouvait certes écrire avec sa plume-doigt, mais ne pouvait pas forcément le distribuer. Il fallait donc créer un média, ce qui était lourd et compliqué. À partir du moment où on a eu un réseau comme Internet, ça devenait un coût marginal. C'est-à-dire, on avait l'ordinateur pour autre chose, en général pour jouer. Et on pouvait se servir de cet ordinateur pour écrire et diffuser, pas seulement produire de l'information, au début du texte, puis très vite des images et enfin de la vidéo qui est devenue le mode dominant aujourd'hui. Donc l'idée des pères fondateurs, c'était que chacun allait pouvoir donner le meilleur de lui-même dans un réseau. C'était dès le début cette idée de la méritocratie. Je présente ici un dessin publié en 93 dans le New Yorker, qui est très célèbre, qui dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Parce qu'en fait, tous les chiens qui écrivaient sur Internet avaient Bac+5 et un langage châtié et tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. D'abord parce que Internet sait qu'il y a un chien derrière l'écran. Alors, sur cette introduction, je voudrais qu'on parle un peu des médias. Qu'est-ce qu'un média au bout du compte? C'est un endroit où on construit l'information et le divertissement. Les médias, quand ils critiquent les médias sociaux, estiment que ce n'est que du divertissement. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tous les médias produisent à la fois de l'information et du divertissement. Et puis ils ne nous disent pas ce qu'il faut penser, quoique, ça dépend des médias, mais à quoi il faut penser? C'est-à-dire, c'est l'éditorialisation dans un média. Qu'est-ce qu'on va mettre à la une de ce média? Qu'est-ce qu'on va faire en sorte que tout le monde puisse penser la même chose en même moment? Et donc, ça nous distingue ça, l'information de la communication. Quand on va du côté des médias sociaux, et j'utilise le terme médias sociaux et non pas réseau social. Un réseau social, c'est un peu ce qu'on a ici à droite, offline. Nous avons des réseaux sociaux, des collègues de travail, la famille, les amis, toute une série de réseaux interindividuels. Dans un média social, tout ça est mis dans le même sac, et ce sac, la poignée en est tenue par le média lui-même, c'est-à-dire par Facebook, TikTok et compagnie. C'est eux qui tiennent les règles du jeu par lesquelles chaque personne qui s'exprime va voir son message reçu et va lui-même recevoir une série de messages. Ça n'est pas vos amis qui vous parlent et vous ne parlez pas à vos amis, mais vous parlez à un tiers qui est le média social qui choisit ce que vous allez voir parmi tout ce que vous pourriez voir. Et ça, c'est un élément très important parce que, à l'origine, tous ces grands, aujourd'hui, ces grands opérateurs de l'Internet ont dit « Ah oui, mais là, nous sommes sur quelque chose de complètement nouveau, donc il faut nous dispenser des règles qui étaient affectées en général aux médias. » Puisque ce sont des gens qui écrivent, nous ne pouvons pas, nous, le média, même si nous tenons la poignée du sac, être ceux qui vont être condamnés s'ils racontent des bêtises, s'ils développent toute une série de messages antisociaux. Donc ça a été le deal fait dans les années 80, fin des années 90, pour laisser se développer ce secteur industriel. Vous savez aujourd'hui que ce secteur industriel est devenu un secteur dominant dans la planète et que rien n'a été fait pour revenir sur cette réflexion à l'origine. Alors il y a donc une ressemblance entre les médias et les médias sociaux. Et je crois que ça, c'est un des éléments, si ça pouvait rester. On nous parle de les écrans avec un Z majuscule. Non, arrêtons. Oui, il y a bien toute une série de médias, des médias diffusés et des médias relationnels ou des médias qu'on dit médias sociaux. Voilà. Et cela fonctionne sur un principe similaire qui consiste à choisir ce qui va faire que vous restez devant l'écran. C'est le fameux temps de cerveau disponible, bien connu, etc. Donc c'est une économie de l'attention. Et qu'est-ce qu'on va faire en sorte? Ah oui, ça c'est intéressant. C'est l'auteur de science-fiction, Cory Doctorow, qui a inventé un mot que je ne traduirai pas en français, enshittification, que je reste poli. Le principe est que toutes ces grandes plateformes vont commencer à servir leurs usagers. C'est gratuit.
C'est gratuit, il y a plein de services, on accélère la livraison comme on est Amazon, etc., etc. On élargit l'étagère quand on est Amazon. Puis ensuite, ces plateformes, une fois qu'elles vont avoir des usagers, vont se retourner vers des clients. Et il faut bien distinguer l'usager du client. Le client, c'est celui qui paye. Et celui qui paye, c'est celui qui va faire de la publicité, ou bien celui qui vend au travers d'une plateforme et qui donc va laisser un pourcentage à la plateforme. Sur ces clients, il va leur promettre monts et merveilles. Par exemple, les médias sociaux ont promis à la presse qu'ils allaient devenir le nouveau moyen de capter des lecteurs. On leur a promis monts et merveilles. La seule chose que ça a fait, c'est de siphonner les lecteurs à la presse, de voir la presse s'écrouler, le journalisme dépérir et les réseaux sociaux augmenter leur activité en se servant de la presse. Voilà. Donc ça, c'est les promesses qui ne sont pas tenues. À partir de ce moment-là, les investisseurs mettent de moins en moins cher la publicité sur les médias sociaux. Et donc, pour garder leurs revenus, ils augmentent la publicité. Et en augmentant la publicité, les usagers eux-mêmes, ils en ont ras-le-bol, il y a vraiment beaucoup trop de publicité, donc ils quittent, mais ils ne savent pas où quitter. Hein, on le voit avec le développement de X actuellement, de Elon Musk ayant détruit Twitter, ben, personne ne sait où aller pour faire autre chose, parce que ce qu'on perd difficilement, c'est son réseau. Ce n'est pas l'outil technique qui est problématique. Ça, tout le monde peut réinventer le même outil technique tous les 3 jours. Non, c'est le réseau qui part avec. Voilà. Donc on est dans une économie de l'attention dans les 2 cas. Et une économie de l'attention, c'est un marché double face. Hein, donc on voit bien, il y a des usagers et des clients. Et il faut satisfaire l'usager pour pouvoir faire payer le client. Mais il faut aussi que le client soit capable de payer assez pour qu'on ait les moyens de satisfaire l'usager. Voilà. Ça implique de la concentration. Et la concentration se fait aussi, l'usage par les médias sociaux se fait autour d'un mot qu'on retrouve souvent dans leur discours, c'est l'engagement. Ah non, ce n'est pas de l'engagement social. Non, non, c'est presque souvent même de l'engagement antisocial. C'est-à-dire qu'on est engagé quand on va rester sur le média social. Et ça va très vite. Netflix, qui a fait beaucoup de travail là-dessus, dit que si vous n'avez pas choisi la suite de ce que vous êtes en train de regarder dans les 90 secondes, vous allez quitter. Ils ne veulent pas qu'on les quitte. Donc, ils vont proposer, lancer automatiquement, enfin, toute une série de techniques qu'on pourrait même appeler des dark patterns, c'est-à-dire des choses cachées dans le système, mais qui s'imposent à vous, de manière à favoriser l'engagement. Et qu'est-ce qui favorise l'engagement? Les débats stériles, l'agression, la violence, le sexe. Voilà, tout ce qui va se développer et construire aujourd'hui, parmi tous ces acteurs, une industrie de l'influence. Je vais accélérer parce que j'ai l'impression que je suis long. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment on va réfléchir à la régulation d'une industrie de l'influence, c'est-à-dire comment on va inventer un nouveau modèle économique pour l'économie numérique. Moi, je pense qu'il faut rendre les éditeurs responsables. Je suis éditeur, je suis responsable. Si jamais un de mes auteurs raconte des bêtises, eh ben c'est oui que je sois condamné, me semble tout à fait logique. Hein. J'aurais dû faire un travail de vérification. Voilà. Donc que les éditeurs soient responsables, que les éditeurs de médias sociaux deviennent responsables. C'est un projet de grande ampleur et heureusement nous avons 2 bonnes nouvelles de ce point de vue-là, une qui nous vient des États-Unis et l'autre qui nous vient d'Europe. Venant des États-Unis, c'est la nomination de Lina Khan à la tête de la FTC. La FTC, ça gère le commerce aux États-Unis. Alors Lina Khan est une toute jeune fille qui a écrit sa thèse pour expliquer comment Amazon était un monopole qui avait des dangers pour la société, mais qui n'était pas redevable des lois anti-monopole telles qu'elles ont été créées dans les années 30. Pourquoi? Dans les années 30, pour éviter le monopole du pétrole, le critère principal était d'éviter le surcoût de monopole, c'est-à-dire éviter qu'il y ait un pétrolier qui puisse décider du prix du pétrole. Et là, on est devant des systèmes qui, au contraire, tendent vers la gratuité. Donc, de ce point de vue-là, le critère qui permettait de définir un monopole ne doit plus être le même, mais le critère doit être celui de l'impact sur la société. Vous savez qu'en moyenne, à chaque fois qu'Amazon crée un emploi, il en détruit 2 au même endroit. Ça, c'est pour les territoriaux. Hein. Voilà. Donc, la nomination de Lina Khan me semble quelque chose de très important. Elle s'est engagée. Elle est très courageuse. Hein, je pense que c'est mon héroïne à l'heure actuelle. Alors, donc, elle est très courageuse parce qu'elle s'est engagée contre Google, contre Amazon,
Apple, Facebook, et Dieu sait si ceux-là ont des moyens de pression contre elle, essayer de la décrédibiliser en permanence, de profiter de sa jeunesse, de profiter du fait qu'elle est une femme. Eh bien, elle résiste et elle résistera, j'espère, très longtemps. En Europe, ce sont deux directives qui viennent d'être adoptées, la directive sur le marché et la directive sur les services, qui visent en fait à attaquer les plateformes, c'est-à-dire à bien distinguer ce qui est possible quand on n'a pas une grosse influence et où effectivement, si le statut d'hébergeur disparaissait pour des petits systèmes comme PeerTube ou d'autres systèmes coopératifs, alors ce serait grave. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan la responsabilité d'une plateforme qui est devenue un espace public et la responsabilité d'un service restreint ayant sa propre catégorie d'usagers, etc. Bon, quand le ministère de l'Éducation nationale ouvre un système mastodon pour les enseignants, on ne peut pas lui imposer les mêmes règles que celles qu'on va imposer à Google. Il faut être réaliste. Donc ça me semble des éléments très importants de ces deux directives. Enfin, l'autre, c'est de dire, mais attendez, il faut forcément avoir un accès sans profilage. Nous ne sommes pas là pour être profilés. Je vais y revenir, je vais parler un peu des traces tout à l'heure, mais il faut que je me dépêche. Voilà. Ah, celui-là, il est beau. Hein. Ah, celui-là, c'est notre ami. C'est notre ami, c'est vos enfants, n'est-ce pas? Enfin, qu'un chercheur en neurosciences puisse utiliser le QI comme système d'évaluation de ses délires personnels me semble assez grave. Le QI, tout le monde sait que déjà ça date du début du XXe siècle, que c'est plein d'erreurs, que c'est en fait un calcul, un quotient de soumission et non pas un quotient d'intelligence, et particulièrement qu'il n'est pas adapté aux pratiques modernes. Je vais y revenir. Donc on est là devant un discours qu'on appelle une panique morale, un discours prégnant, parce que si malheureusement, comme nous éditons sur Internet, on sait bien, on n'est pas invité à la grande librairie, parce que nous refusons de mettre des titres pour faire peur, des titres clickbait, comme on dit, des bêtes à clic. Non, on est là pour essayer de réfléchir à la situation et d'éviter de raconter des bêtises avec des formules toutes tranchées. Alors, il y a des réalités, bien sûr. Il y a des réalités sur lesquelles peuvent s'appuyer tous les médias qui ne cherchent pas à remettre en contexte. Bon, il y a une baisse de la lecture d'imprimés. Ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de la lecture. Aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Les gens lisent aussi sur Internet. Ils ne sont pas seulement à regarder des vidéos sur TikTok, notamment les jeunes. Il y a un déport de nombreuses activités sur les choses en ligne. Ah oui, ça c'est une réalité qui peut avoir d'ailleurs des conséquences sur le travail, sur les relations entre les personnes. Hein. C'est la baisse du temps de sommeil, très clairement, mais ça a commencé avec la télévision 24/24, c'était dans les années 80. C'est bien avant l'Internet. C'est à partir du moment où la télévision a émis 24h/24 qu'on a constaté une baisse du temps de sommeil, et notamment des décalages du temps de sommeil, parce que c'est arrivé en même temps que la montée du chômage. C'est un outil de coordination, et vous savez que la jeunesse est toujours une couche dangereuse. Hein. Vous vous rappelez, je ne sais pas moi, les rockers des années 60, les hippies des années 70, toute cette jeunesse, qu'elle soit cheveux longs ou cheveux courts, qu'elle soit en blouson de cuir ou en veste italienne, est une classe dangereuse. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes discours sur Twitter favoriserait les émeutes, etc. Enfin, les discours n'ont pas changé depuis des années et des années. Enfin, ben oui, vous le savez tous, le téléphone à table, c'est une vraie corvée quand on veut parler à ses ados. Mais pourtant, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les nouvelles pratiques qui ont pu être mises en place. Le QI ne tient pas compte de la nouvelle culture visuelle. Et très clairement, les jeunes aujourd'hui ont une culture visuelle qui est largement supérieure à celle que j'ai pu avoir du temps où j'allais à l'école. D'accord ? On apprend à faire des photos, des vidéos, on apprend à gérer des images, à repérer à l'intérieur des images les traficotages qui peuvent être faits. C'est l'excellent travail
de Rosemary, qui a fait des tas de vidéos qui sont sur YouTube maintenant, et qui explique ça, comment elle travaillait avec des élèves de cours élémentaires, hein, pour apprendre à décrypter des images. Bon, c'est d'une meilleure capacité d'expression pour les adolescents. Ils s'expriment entre eux. Après, comme toujours, cette expression est liée à une espèce de... Il y a un marché de soi, hein, sur Internet. Et donc, il faut s'auto-valoriser. Et donc, il faut faire rire les autres ou au contraire, pratiquer des formes de harcèlement, montrer qu'on est le caïd, enfin, être au courant de ce qui se passe. Il y a des défauts derrière cette capacité d'expression, hein. Mais faut quand même mesurer à quel point tous ces poèmes adolescents, tous ces textes écrits partout par les adolescents, ces petits romans publiés sur le réseau, ces fanfictions, tout ça, c'est quand même des capacités extraordinaires offertes aux adolescents. Il y a toujours une place pour l'information. L'enquête de Anne Cordier montre très très bien, vous la voyez peut-être partout maintenant sur les médias, mais elle montre très très bien dans son enquête que les jeunes gardent la presse comme outil de référence et plus que ce qu'ils peuvent lire sur les médias sociaux. Après, il y a l'outil de référence et il y a la pratique quotidienne. Voilà. Il y a un accès à des savoir-faire, des conseils, des tutoriaux. Ça, c'est très fréquent sur Internet. Et la constitution de groupes de soutien, notamment pour les minorités sexuelles. Et donc, tous ces avantages-là ne forment pas des crétins digitaux, ils forment des adolescents adaptés au XXIe siècle. Alors, ça veut dire quoi pour l'éducation aux médias et à l'information? C'est une fois qu'on pense comme ça, qu'on n'est plus victime d'une panique morale, mais qu'on essaye de regarder le contexte en général, l'éducation aux médias et l'information ne peut plus être construite sur la base de la peur. Or, tout ce qu'on nous propose, c'est d'essayer d'éviter que les jeunes ils répètent des fake news. Excusez-moi, la plupart du temps, c'est les vieux qui diffusent les fake news, pas les jeunes. Toutes les études le montrent. Donc, arrêtons un peu avec cet ado-bashing permanent, cette incapacité à essayer de comprendre ce qui se passe, mais partons au contraire d'une éducation qui part du plaisir qu'ont ces jeunes, de leur activité réelle, du pourquoi ils sont là et pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous avez tous le téléphone dans la poche et pourquoi vous vous en servez tout le temps? Pourquoi vous aimez cet Internet autant que je l'aime, même si je le critique beaucoup, mais je le critique comme un critique de cinéma. C'est parce que j'aime l'Internet et je trouve qu'on pourrait en faire des choses absolument magnifiques que je préfère éviter les dérives et donc porter un regard critique. Donc pour moi, l'éducation aux médias et à l'information doit rester un humanisme. Elle doit partir de la confiance qu'on a dans l'humain qui est parmi nos jeunes et nos adolescents et partir de ça pour développer une culture qui soit critique, c'est-à-dire qui se donne les moyens de prendre du recul, de mettre en contexte. Et dans le contexte, je voudrais faire remarquer une chose importante. On a parlé de la culture de la chambre chez les ados. C'est une culture de la chambre ou c'est un enfermement dans la chambre? Où est-ce que nos ados peuvent se rencontrer aujourd'hui? Physiquement, être ensemble, raconter des bêtises, tout simplement, s'amuser. Moi, quand j'étais gamin, on jouait au ballon dans la rue. Je ne vois plus jamais un gamin jouer au ballon dans la rue. Donc, voilà, c'est quand même aussi une réaction face, et là elle est territorialisée, au manque d'espace public dans lequel les jeunes peuvent se rencontrer. Et donc ils le font au bas de l'escalier. Ce qui pose des tas de problèmes, effectivement. Mais donc là, il y a une responsabilité de la société, et donc des gens qui aujourd'hui gèrent l'argent de la société. Hein, voilà. Dire tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a bien un cyberharcèlement qui existe, qui est excessivement dangereux, qui est structurant. Ce dont, à mon sens, il est le plus structurant, c'est du silence des témoins. Si on s'habitue, adolescent, à laisser quelqu'un harceler une autre personne, en général quelqu'un de fort harceler quelqu'un de faible, si on est témoin et qu'on ne dit rien, on se prépare à laisser la société partir à volo. On apprend réellement le silence complice. Et le silence complice, c'est peut-être ce qui est le plus dangereux à l'heure actuelle, comme le disait Hannah Arendt, c'est avec les gens qui ne savent plus résister qu'on crée les sociétés de domination.
Bon, il y a bien des arnaques, du hameçonnage, tout ça, c'est des situations réelles. Il y a un sexisme latent dans toutes les activités, notamment envers les homosexuels, les personnes transgenres, etc. Il y a le risque de la porno-divulgation accentué par la capacité à produire des fausses images, etc. Après, moi, je m'interroge. Mais tous nos médias sociaux, toutes les plateformes qui existent, ne sont-elles pas fondamentalement intéressées par ces dérives? Parce qu'elles créent de l'engagement, d'une part, et d'autre part parce qu'elles leur permettent aussi de mettre des dark patterns. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Au début de l'Internet, on avait toujours une colonne qui nous donnait, une ligne plutôt, qui nous donnait l'URL auquel on allait se connecter. Et quand j'étais sur mon mailer et que je passais au-dessus d'un lien, il s'affichait en bas. Et je pouvais voir que ce lien qui me disait c'est sur ma banque, en fait, il était au Nigeria. C'est bizarre. Et donc, j'ai pu apprendre à faire la relation entre qui parle, qui est représenté par l'URL, le site auquel on s'adresse, et qui fait croire qu'il parle. Et cette distinction-là, aujourd'hui, elle n'existe plus sur Gmail. Vous ne savez pas, quand vous passez au-dessus d'un lien, à part cliquer dessus. Et donc, ils sont quelque part complices, bien évidemment, du phishing. Et ça c'est des dark patterns. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils estiment, chez Google, qu'ils sont les maîtres du monde. Et que donc, ils vont être capables d'avoir repéré avant vous que quelque chose était du phishing, du hameçonnage. Et en pensant ça, grâce à leur intelligence supérieure, même pas artificielle, je pense qu'ils croient qu'ils sont vraiment supérieurs, et vous dispenser d'apprendre. Parce que derrière toutes ces choses, peut-être un peu compliquées, il y a de l'apprentissage, et qui dit apprentissage dit capacité à s'en servir ensuite. Autre élément des pratiques de jeunes, c'est le développement d'une culture participative. Alors, j'aime bien la définition de Henry Jenkins, dans un excellent livre publié par une excellente maison d'édition, bien sûr. C'est en fait la distinction, la frontière entre l'expression artistique et l'expression civique est en train de disparaître. Et que dans toute une série d'activités qui sont menées sur Internet, alors il y a plein d'exemples dans le livre, il y a cette relation très forte entre l'investissement civique et l'investissement culturel. Bon, il y a les outils techniques, il y a le fait qu'en culture participative, ceux qui savent vont aider ceux qui arrivent, ceux qui débutent. Il y a une espèce de transmission permanente. Ça, je pense que, je vais y revenir à plusieurs moments, mais je pense que Internet, c'est quand même la plus grande bibliothèque de tutoriels du monde. Quel que soit votre sujet, il y a quelqu'un qui va essayer de vous l'expliquer. C'est quand même fabuleux. Il faut quand même revenir à ces réalités-là avant de parler des crétins. D'accord ? Je parlais de ceux qui sont crétins au point de voir tous les autres crétins comme eux. Donc voilà. Alors derrière, il y a la créativité. Ah bah oui, c'était une vidéo ratée. Il y a les mèmes. Les mèmes sont typiques de cette culture participative, c'est-à-dire comment réutiliser quelque chose qui est déjà connu, qui va revenir. J'avais des vidéos. Voilà. Et donc là, ici, comment on peut changer les mots, mais juste rester dans la même situation. Il y en a un que vous connaissez très certainement, c'est La colère de Hitler dans un film et qui a été sous-titré avec des milliers et des milliers de systèmes différents. Au début, les réalisateurs du film ont protesté. Puis très vite, ils ont compris qu'en fait, ça faisait la meilleure publicité au film, et donc ils ont laissé faire. Il y a l'art confiné. Rappelez-vous, ce confinement, je pense qu'il nous a permis de mesurer à quel point notre société, pour continuer son activité culturelle, avait besoin de l'Internet. Et pas seulement parce que les acteurs de la comédie française ont lu Proust sur Internet, pas seulement parce qu'il y a eu une diffusion, une continuité de la diffusion d'opéra ou de petits concerts qui étaient faits à domicile, enfin, etc. Tout ça restait accessible alors que nous étions confinés. Je ne parle pas évidemment des questions éducatives, de ce qui s'est passé dans les écoles avec le bon côté et parfois le mauvais côté aussi en même temps. Rien n'est
Rien n'est acquis d'avance dans ce domaine de l'Internet, mais s'imaginer qu'on va pouvoir s'en passer me semble pas la bonne voie il faut au contraire s'en emparer, ne pas le laisser aux mains des autres. Là, en l'occurrence, cette idée du Getty Museum de faire des photos qui ressemblent à des tableaux, bon voilà, tout ça, c'était des capacités. À côté de ça, bien sûr, on est sur l'ado-bashing, les paris immoraux. Nous sommes la génération selfie. Enfin, ils seraient, ou c'est les autres, c'est toujours les autres, hein, ne vous tracassez pas. Voilà. Moi, je pense que globalement, nous avons affaire à une culture pop. Tout ça, c'est de la pop culture, et donc c'est... Enfin, rappelez-vous, quoi, les Beatles ont été anoblis, les Rolling Stones aussi, d'ailleurs. Hein, ceux qui étaient juste que des voyous décharnés du début des années 60 sont devenus la base de la culture mainstream. Bon, voilà. Donc la pop culture, c'est devenu une partie de la culture mainstream. En tout cas, il n'y a plus de frontière entre la pop culture et la culture lettrée. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que ça va nous permettre de penser l'éducation aux médias comme étant une forme, certes différente, certes n'ayant pas forcément la même qualité de langage que l'étude de Victor Hugo, mais qui reste quelque chose d'aussi indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure. Bon. Alors maintenant, allons sous la machine. C'est une machine à traces. Très clairement, l'objectif numéro 1 de l'Internet, c'est de capter des traces. C'est ce qui le différencie des autres modes de communication. Vous savez que le facteur n'ouvre pas le courrier. Ça ne veut pas dire que Google ouvre votre courrier. Google gère les métadonnées. Qui a écrit à qui, quand, quel était le titre, le sujet, est-ce que c'est privé ou pas. Et à partir de ça, il est capable de vous profiler. Les traces servent à profiler. Voilà. La géolocalisation, c'est formidable quand même. J'étais un peu perdu pour venir, j'ai mis mon Google Maps et hop, je suis arrivé ici. Donc vous savez bien qu'on ne dit plus on s'est donné rendez-vous là, mais t'es où? Voilà. Donc cette géolocalisation, nous en servons tout le temps. Elle est formidable, mais qu'est-ce qu'elle laisse comme trace? En fait, Google sait tout de nous. Et c'est dangereux de savoir où nous sommes. Quand je vais chez ma maîtresse, je ne tiens pas à ce que tout le monde le sache, quoi. Et quand les femmes vont dans les cliniques d'avortement aux États-Unis, alors que c'est devenu interdit dans un certain nombre d'États, elles se mettent en danger. Donc cette géolocalisation est quelque chose qui porte des traces très dangereuses sur l'avenir de la société. On sait partout où vous êtes. Vous n'êtes pas sans ignorer par ailleurs aujourd'hui que les militants écologistes en France sont suivis et tracés par des trackers installés sur leur téléphone. Voilà. Donc, est-ce parce qu'ils sont écologistes? Bonne question. Donc voilà, on a construit en fait toute une économie que Tristan Ito appelle l'économie de la donnée, mais dont les utilisateurs sont exclus. C'est-à-dire ce sont les capteurs de données qui construisent l'économie de la donnée. C'est Facebook qui, en captant la donnée, est capable non pas de vendre les données, surtout pas, il veut les garder pour lui, il ne tient pas du tout à vendre les données, il vend l'accès à ses profils. Il ne vend même pas les profils, il vend l'accès à ses profils au travers de Facebook. Et donc, l'obligation pour les gens, pour les clients dont je parlais tout à l'heure, d'acheter de la publicité sur Facebook. Et donc, nous avons eu, à titre personnel, un grand marchandage qui est la gratuité contre nos données. Et ça a eu comme conséquence de baisser très largement le coût de la surveillance. Donc de créer à la fois un capitalisme de surveillance, c'est-à-dire la capacité de gens à gagner de l'argent à partir de la surveillance et de l'usage de nos traces, mais aussi une société de surveillance dans laquelle les pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques, peuvent tracer, surveiller l'ensemble des individus. Alors, c'est pareil, c'était une vidéo. Cette vidéo est assez intéressante de, quelque part, de l'aveuglement des propres membres du capitalisme de surveillance. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces gens du capitalisme de surveillance nous le vendent comme un bien. C'est parce que je peux vous suivre, parce que vous m'avez autorisé à vous suivre, que je vais vous donner les produits qui vous intéressent. Ils nous vendent la surveillance comme un plus pour notre activité. Et cette vidéo, donc,
y aura le lien, vous pourrez l'avoir peut-être sur les autres versions. Cette vidéo a été faite par YouTube, en publicité de YouTube, et c'est YouTube qui vous regarde, regardez YouTube. Et donc là, c'est un jeune batteur qui prend sa formation sur YouTube. Après, vous avez quelqu'un qui fait de la cuisine et qui regarde la recette sur YouTube, etc., etc. Et en fait, naïveté ou au contraire arrogance, YouTube a choisi ça comme propre publicité. Nous sommes présents dans tous les événements de votre vie et nous vous regardons. Alors derrière se posent des questions, revenons à des questions fondamentales. C'est quoi l'identité? Et donc c'est quoi l'identité numérique? Et c'est quoi la vie privée? Ça va être quoi la vie privée numérique? Pour ce qui est de l'identité, moi je m'intéresse beaucoup à ce que dit le sociologue Erving Goffman. Il nous dit qu'il y a ce qu'on donne et ce qu'on dégage. Ce qu'on donne, c'est ce qu'on va dire, c'est le message, c'est quelque chose qu'on essaye de maîtriser. Puis il y a ce qu'on dégage, qui est tout ce qu'on ne maîtrise absolument pas, qui est notre moi profond tel qu'il s'exprime dans notre présence, nos gestes, nos yeux, enfin tout ça. Ceci a tendance à disparaître sur le numérique, c'est-à-dire on va donner, c'est-à-dire on va écrire des choses, on va publier, on va quelque part se désincarner dans ce qu'on va mettre sur Internet. Et en même temps, on va être réincarné par les autres. C'est-à-dire ce qu'on dégage va être en fait produit par le réseau de nos amis, qui parlent de nous, qui nous prennent en photo, etc., qui sont nos amis. Et donc, Facebook, la formule dit Facebook, on sait plus que nous, que notre psychanalyste, voilà, parce qu'il traite le regard des autres. Donc on a un basculement sur la question d'identité qui n'est plus que nous dégageons ou de ce que nous donnons, mais ce qui va être donné par l'image du réseau social. La vie privée est un peu du même genre. Dans la vie pré-Internet, notre vie privée, c'était l'inattention civique, du même Erving Goffman. Vous êtes à une terrasse de café, les gens à côté de vous s'engueulent, vous n'entendez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous faites pas, voilà, vous restez dans le respect de la vie privée de l'autre à côté de vous. Et cette vie privée s'étend jusqu'aux activités dans l'espace public. Quand je vais manifester, j'y vais au nom de ma personne privée. Ce qui, si vous pouviez faire comprendre ça à tous ceux qui veulent interdire aux fonctionnaires de manifester, ça serait pas mal. Voilà. Donc on a là une question de la vie privée s'étend au-delà de notre chambre à coucher. Et ce n'est pas parce qu'on essaye de protéger ce que l'on fait dans la chambre à coucher que par ailleurs on va avoir une vie privée. Ça s'étend à toutes nos activités privées. Or, avec l'informatique, la définition même de la vie privée a changé. Et ça a changé, Christophe Mazzuti nous le rappelle dans son livre, dès les années 70. Dans les années 70, pour le développement de l'informatique, on a accepté que la vie privée devienne le consentement. On a essayé de créer une équivalence entre vie privée et consentement, et qu'à partir du moment où je consentais, on pouvait utiliser mes données, puisque j'avais consenti à l'utilisation de mes données. Alors c'était à l'époque les prêts bancaires. Le CTLM, par exemple, a été en France le premier organisme à se doter d'un ordinateur IBM au tout début des années 60. Justement pour pouvoir profiler les gens qui venaient chercher des prêts. Et quand vous allez chercher un prêt, vous êtes obligé de consentir. Parce que dans le consentement, il y a un fort et un faible toujours. Et il y a un faible qui doit consentir. Alors ça nous amène aussi au fait d'avoir numérisé tous les aspects de notre vie. Par exemple, dans les sites de rencontres, nous sommes ramenés à un chiffre qui est notre désirabilité. Voilà. Et donc, on va mettre ensemble des gens qui ont la même valeur de désirabilité. En Chine, c'est pire, c'est le crédit social, c'est-à-dire chacune de votre activité va vous faire gagner ou perdre des points. Et donc là, vous êtes un numéro qui est associé à un certain nombre d'autorisations, de crédits, et que ça va vous donner une place dans la société liée à votre crédit social. C'est pas mal pour organiser le silence dans la société. Donc ça, je l'ai dit déjà. Alors,
c'est aussi le développement de la technopolis, c'est-à-dire la capacité à surveiller tout le monde tout le temps, à multiplier les fichiers. Et une fois que les fichiers existent, alors je sais, depuis les années 70, la CNIL existe pour éviter qu'on croise les fichiers. Par exemple, éviter que notre NIR, le numéro de sécu, serve de clé dans quelques fichiers que ce soit et puisse donc permettre à des fichiers de se reconnecter. Sauf qu'au nom de toute une série d'événements dramatiques qui peuvent se passer, on grignote cette autorisation, cas par cas, fichier par fichier. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société de surveillance, avec une capacité de police qui serait gérée par des outils technologiques. L'exemple le plus récent, c'est le fait que la loi nous a autorisé, il y a quelques semaines, que pendant les JO, on mette en place des systèmes d'alerte et de surveillance des comportements. Alors on n'a pas autorisé, parce que la CNIL est là, heureusement, pour résister, on n'a pas autorisé la reconnaissance faciale, mais on a autorisé le fait de, est-ce que quelqu'un, il y a 8 critères qui sont assez généraux quand même, et qui permettraient de dire qu'il se passe quelque chose à un endroit donné. Alors on peut comprendre. On peut comprendre parce que nous avons des méga événements, donc des méga risques de terrorisme. Nous sommes entrés dans une ère du terrorisme. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution? Parce que de toute façon, elle n'interviendra qu'après. Mais par contre, on peut se poser l'autre question, est-ce que c'est le bon entraînement? Parce qu'avant même que les JO aient eu lieu et qu'on ait pu voir les effets, la ministre des Sports a dit qu'on comptait bien continuer à garder cette exception comme chose continue, voilà, chose qui va rester. Nous ne nous en rendons plus compte et nous sommes traqués en permanence. Tout ce que j'ai entouré en rouge, ce sont des trackers. C'est-à-dire ce sont des choses qui apparaissent sur une page d'un journal bien connu et qui n'appartiennent pas au journal, qui ne sont pas faits par le journal et qui vont donc être capables de suivre notre activité si, après Le Monde, nous allons voir Le Figaro, Libération ou je ne sais trop quel journal ou autre site, et donc d'élaborer en fait ce fameux profil. Et puis nous sommes un peu partisans de ça, puisque un certain nombre de gens ont installé chez eux des assistants vocaux. Bon, de plus en plus, quand on ne les installe pas, ils sont mis dans la télé connectée directement, puisqu'on peut la commander par la voix. Alors, quel est l'avantage et l'inconvénient de ces assistants sociaux? L'avantage, moi, je ne le vois pas. Mais bon, certaines personnes le voient, c'est de pouvoir commander une machine par la voix, comme un chien. Bah, le problème, c'est que ça veut dire que cette machine nous écoute tout le temps. Et si elle nous écoute tout le temps, c'est pourquoi? À quoi ça va lui servir? À capter les activités humaines, les mots que l'on dit, et donc à nourrir ces intelligences artificielles dont je vais parler après. Voilà. Et donc, et nous avons donné le consentement en installant la machine, que ça soit utilisé par les gens de Amazon, en l'occurrence pour le Alexa, pour nourrir l'apprentissage de leur machine. Mais c'est aussi, Amazon a déposé un brevet disant qu'au son de sa voix, on peut savoir si vous n'allez pas bien et vous donner des conseils. Vous savez que les sociétés de conseil, c'est les sociétés de pub. Hein. Voilà. Alors, même chose avec la télévision connectée, c'est-à-dire que ça n'est plus, là aussi, les écrans avec leur Z majuscule, on abandonne. Il y a fusion, il y a convergence de tout ça. Et la télévision connectée, c'est en fait la manière de mettre sur le poste de télévision les stratégies éditorialistes de captation qui viennent du monde de l'Internet. Alors l'intelligence artificielle, en parler un peu. Hein. Est-ce qu'il me reste du temps? Ouh là là. Bon, est-ce qu'on est devant une nouvelle panique morale? Voilà un peu la question. Est-ce qu'on a de l'IA-anxiété qui se développe? Bon, c'est sûr que ce qui se passe va changer des tas de choses. Hein. Sur le travail, et ce n'est pas seulement ChatGPT, ce n'est pas seulement parce que ça produit du texte à notre place que ça va donc réduire l'activité autonome des gens dont le métier est de produire du texte, hein, notamment les journalistes, les communicants, etc.
et comme ce sont eux qui ont encore les moyens d'en parler, on comprend que leur panique puisse essayer de se repartir dans la société. Bon, on a un problème sur l'évaluation scolaire, hein, effectivement, mais est-ce que le problème n'est pas justement de notre mode d'évaluation? Est-ce que ce mode d'évaluation qui ne tient pas compte de l'apprenant, qui n'est pas en contact direct avec l'apprenant, mais qui est massifié, est-ce que ce n'est pas lui qui pose problème finalement? C'est la question des fake news. Ça n'a pas attendu, bien évidemment, ChatGPT pour pouvoir développer des fausses nouvelles. C'est sûr que quand on a un président qui dit qu'il y a des réalités alternatives, comme le fit Trump aux États-Unis, ma foi, c'est vrai que j'irai pas chercher de la faute aux ados, quoi. Voilà. L'utilisation des données personnelles, c'est-à-dire, en fait, l'intelligence artificielle, elle est nourrie à partir de données personnelles. Je vais y revenir. L'intelligence artificielle, ça existe donc depuis les années 40, hein, avec l'invention des réseaux de neurones, les premiers réseaux de neurones. C'est développé beaucoup à partir des années 60. Et il y a deux courants d'intelligence artificielle. Il y a celui dit symbolique et celui dit connexionniste. Les méthodes symboliques ont eu le vent en poupe parce qu'ils avaient l'argent avec eux, les gens de pouvoir avec eux, Licklider en particulier, qui était d'essayer de créer un langage sur le langage. Chez les bibliothécaires, je crois qu'il y en a quelques-uns à la salle, on appelle ça des listes d'autorité, des thésaurus, des choses comme ça, c'est-à-dire créer un langage qui va représenter le langage. Alors, dans le cas des bibliothécaires, c'est plus simple, c'est un langage de classification. On va essayer de regrouper ensemble les livres qui parlent de la même chose. Bon. Mais quand on veut traiter de la langue naturelle, la complexité de ce qui est dit, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Il va falloir savoir quand un mot va dépendre de son contexte, un mot va avoir toute une histoire. Une main, doit savoir que c'est en plus le prolongement d'un bras, qui lui-même est le prolongement d'une épaule. Enfin, vous voyez, on va créer un langage sur le langage, codifié. Impossible. C'est un projet prométhéen. Impossible. Voilà. On n'y arrivera pas. Et donc, quelque part, ceux qui développaient toutes ces théories de l'intelligence artificielle symbolique ont perdu face à ceux qui parlent de connexionnisme, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'utiliser les données pour faire des interprétations probabilistes. La petite image qui dit « oui, deep learning, non, statistique ». Voilà. Donc c'est ça qui est l'enjeu. Alors, derrière, l'enjeu, c'est pourquoi c'est simuler l'intelligence humaine. Et le mot important ici est bien sûr simuler. Et une intelligence artificielle générative, c'est capable de créer du texte, des images ou d'autres contenus. C'est-à-dire, elle va générer quelque chose qui n'était pas là auparavant. Donc on a un aspect reconnaissance et un aspect génération. Hein. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Transformer pré-entraîné qui est capable de générer quelque chose, du texte ou de l'image. Ça n'a rien à voir avec la blague qu'on fait aux enfants de cours préparatoires pour nous dire quelles sont les consonnes d'Égypte. Alors, l'autre élément de définition du Parlement européen, c'est reproduire des comportements liés aux humains. Donc, on a simulé et reproduire, tel que, quand même, le raisonnement, si alors, la planification et même la créativité. C'est vous dire si on en exige beaucoup des machines. Alors, il y a deux catégories pour le Parlement européen. Il y a l'intelligence artificielle qui est de type logiciel et celle qui est de type incarné, qu'on va retrouver des voitures écologiques, n'est-ce pas, remplies de radars, de batteries, de connexions permanentes, enfin, qui va consommer en fait beaucoup plus que nos voitures individuelles, en plus en ne nous laissant pas l'opportunité de nous en servir. Donc là aussi, il faut quand même qu'on réfléchisse, quand on parle de sobriété numérique, c'est peut-être à ça qu'il faut penser en premier, en leur disant stop. Ça n'est pas possible d'être écologique quand on a autant de métaux rares embarqués sur une voiture, quand on a autant d'énergie consommée sur une voiture. Parce que l'énergie pour la déplacer restera la même. Voilà. Donc le connexionnisme, c'est l'idée qu'on a des neurones, c'est-à-dire des cellules informatiques, qui vont capter une entrée, une photo de chien, et si à la fin on l'interprète comme étant un chat
on va avoir des mauvais points, donc on va avoir une rétropropagation de l'information depuis la sortie qui va modifier les valeurs de liaison entre ces différents neurones. Et si c'est bon, on va avoir un renforcement. C'est la psychologie behavioriste traditionnelle qui date du début du XXe siècle. Et ça aide, ça, à la reconnaissance. Donc on est capable de faire, après entraînement, de la reconnaissance. Ouais, entraînement, hein, pas apprentissage. L'apprentissage, c'est quand on apprend quelque chose dans un domaine et qu'on va être capable de le réutiliser dans un autre domaine. C'est-à-dire qu'on a acquis des concepts. Là, non, on est dans l'entraînement. Voilà, et donc l'entraînement, il a besoin de lots d'entraînement. Là, par exemple, c'est un lot d'images issu de Tencent, qui est le grande entreprise d'IA chinoise. Chacune de ces images est indexée. On sait quelle va être sa vraie valeur, qu'est-ce qu'il y a dessus, de manière à pouvoir faire apprendre, s'entraîner le réseau de neurones. Et les mots, quand ils ont commencé à être lancés, apprentissage, on finit par le réutiliser. Et c'est important de comprendre que c'est de l'entraînement. Voilà. Donc, on va entraîner notre réseau de neurones. Juste une question, qui a indexé ces images? Les travailleurs du clic. C'est le néocolonialisme digital. Parce que l'endroit où on a des gens capables de dire ceci est une photo de chat, ceci est une photo de chien, c'est pas cher, c'est dans les pays, ex-pays colonisés, mais aujourd'hui, donc avec ce néocolonialisme digital qu'il ne faudrait jamais oublier. Alors, il y a ensuite des biais dans l'entraînement. C'est-à-dire, si le lot de données n'est pas adéquat, eh ben, l'apprentissage ne va pas marcher correctement. L'entraînement ne va pas marcher correctement. Et qu'est-ce qui se passe globalement? Les premiers apprentissages, les premiers entraînements, ont été faits à partir de nos amis toujours. Donc les ingénieurs ont pris les voix d'autres ingénieurs, les photos d'autres ingénieurs, et donc c'était globalement des hommes blancs. Voilà. Et ce qui fait qu'après, ça ne marche pas du tout quand on est dans une autre situation. Donc ça, c'est les biais du lot de données, mais il y a aussi les biais induits par le programmeur lui-même. Il a un but quelque part, puisqu'on va avoir une rétropropagation du but du résultat. Donc, comment son propre idéologie va se faire. Bon, alors après, on dit que ces systèmes partent de texte. En fait, ils ne parlent pas de texte, mais de tokens. C'est-à-dire, ils vont transformer un texte en espace de 3 à 4 lettres, en général commençant par un espace. Et ces tokens eux-mêmes sont remis dans un vecteur, c'est-à-dire l'ensemble des tokens est mis en abscisse, et en ordonnée, on va mettre la réalité, le poids qui est associé à chaque token. Et on se retrouve comme ça à faire de la comparaison de vecteurs, et ça, c'est ce que c'est très bien, faire un ordinateur. C'est comme ça qu'au fond, ça marche et que ça donne des résultats magiques. La traduction automatique, c'est quand même impressionnant. C'est quand même vraiment impressionnant. Comment une machine qui n'a rien compris au texte d'origine est capable de nous produire un texte de résultat qui n'est pas trop mal. Pas trop mal. Alors, problème de travail. Aujourd'hui, il y a toute une série de traducteurs qui disent « Moi, quand j'ai un travail à faire, je le traduis par machine et après je corrige la machine. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne donne pas des bonnes traductions. Et pour être éditeur et devoir après corriger ce qui a été fait comme ça, je vous assure que ça me met de mauvaise humeur. Ça ne marche pas seulement parce que c'est parfois faux, il y a parfois des contresens importants, mais aussi parce que la langue produite est une langue vulgaire. C'est pas une langue qui représente ce qu'a voulu dire l'auteur dans sa langue étrangère. C'est une langue plate, parce qu'elle est faite sur la statistique. Une fois que j'ai un token qui est là, quelle est la vraisemblance que ce soit le token suivant, puis le suivant en fonction des 3-4 tokens précédents, etc., etc. Ça aide bien à faire du grammatical. C'est-à-dire, les verbes sont corrigés, les accords de nombre et les accords de genre sont faits, etc. Mais ça ne permet pas vraiment de produire de la langue. Alors, c'est fabuleux, mais pas vraiment. Voilà. En médecine, c'est fabuleux. Là, c'est un exemple. En fait, on a fait rétroactivement. Ici, l'opérateur humain peut voir qu'il y a un cancer qui se développe. Mais en fait, rétroactivement, en demandant à la machine, elle le voit 4 ans avant. Ce qui est vraiment très important. Donc voilà, en médecine,
il y a des possibilités, tout ce qui est de la reconnaissance de forme va bénéficier de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on panique sur la génération. Hein. Justement, les IA génératives, donc, qui peuvent créer des textes, des images, des sons à partir de prompts, c'est-à-dire à partir d'une ingénierie du prompt. On est en train d'essayer de nous dire qu'il va y avoir un nouveau métier, ceux qui vont avoir le savoir-faire des bons prompts. Faut arrêter. Faut arrêter de penser parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir ce que va devenir le produit d'ingénierie qui est le sien. Or là, s'il y a une chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est ce que va produire un réseau de neurones à partir d'un prompt. Et donc, on ne peut pas faire d'ingénierie. D'autant qu'on peut leurrer le système. Là, vous avez la question, pourquoi la France a fait le don à la Lituanie d'un émetteur télé? Non. En fait, il arrive à halluciner le système, puisqu'on lui demande ça gentiment, il va raconter tout ce qu'il veut, nous faire plaisir, mais en réalité, la France n'a jamais donné, bien évidemment. Alors, là aussi, pour l'entraînement, ce qui est important, c'est la puissance de calcul. Donc, ces intelligences artificielles à base d'entraînement ne peuvent être réalisées que par ceux qui disposent des clouds, ceux qui disposent des immenses informatiques en nuage et qui peuvent l'utiliser au moment où ça ne sert pas à autre chose. Et qui donc vont avoir la puissance de stockage et la puissance de calcul nécessaire. Aucune université française n'a les moyens, bien évidemment, d'entraîner autre que des petits lots spécialisés. Voilà. Donc là aussi, on a quand même un problème de l'intelligence artificielle et d'emblée un système monopolistique. Et puis, qui gagne de l'argent? Vous savez, quand il y a eu la ruée vers l'or, les seuls qui ont gagné de l'argent, c'est les vendeurs de pioches et de pelles. Et ben, qui vient d'entrer en bourse avec ça? C'est le vendeur des cartes graphiques, Nvidia, des puces graphiques, qui permettent de faire ça. Alors, que vont devenir les moteurs de recherche? Là, c'est par contre assez intéressant. Qu'aujourd'hui, quand on pose une question à un moteur de recherche, c'est pour obtenir des documents que nous allons interpréter. Mais de plus en plus, le moteur de recherche va préinterpréter les documents et nous donner des réponses. On va passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. C'est pas mal. Moi, j'ai voulu réparer mon pneu. J'ai eu la réponse tout de suite, produite par Google. Ce sont donc des médias de synthèse. On met en place des médias de synthèse qui vont partir de données telles qu'elles ont pu être organisées, par exemple dans Wikidata, le système des données associées, et qui, à partir de ça, vont être capables de formuler des phrases. En bas, vous avez un des présentateurs de sportifs chinois les plus connus en Chine, et qui s'est offert un avatar. C'est un avatar virtuel de lui-même qui peut donc en permanence sur TikTok donner les résultats sportifs, parce que les résultats sportifs, c'est très codifié, et donc la machine est capable de produire le texte et puis de produire la vidéo à sa place. Alors donc on voit bien cette idée que ça va pouvoir avoir sur le travail, avec cette peur permanente du grand remplacement. Comme tous les grands remplacements, bien évidemment, ça n'existe pas, mais c'est bon pour faire peur. La vraie réalité aujourd'hui, c'est la surveillance au travail. C'est la télésurveillance, au point que Microsoft vend dans son Office 360 un système pour savoir si les personnes qui sont en télétravail travaillent vraiment. C'est aussi, et réfléchissons-y bien, ça, la naissance d'une nouvelle domesticité. Toutes ces publicités nous appellent à être des couches potatoes, à ne plus rien faire de nos mains et à avoir des domestiques qui le feraient pour nous. On appelle ça les travailleurs de chez Uber. Bon, on va quand même parler de belles choses maintenant, pour terminer. Rappelons-nous quand même que l'Internet, c'est fabuleux et que beaucoup de mouvements communs du numérique se sont développés grâce à l'Internet. Nous avons ici Richard Stallman qui crée le mouvement des logiciels libres, c'est-à-dire la capacité par les programmeurs, hein, on dit tout le monde non, les programmeurs, de regarder le code et donc de savoir s'il ne s'y glisse pas des choses malignes à l'intérieur, et puis d'être capable de gérer des données dans des normes ouvertes, c'est-à-dire de ne pas perdre les données parce que, par exemple, le propriétaire d'un logiciel aurait fait faillite. Donc voilà. Autre élément magique, c'est les OpenStreetMap, c'est-à-dire la capacité à avoir des données géolocalisées, des données géographiques qui soient ouvertes et partagées, que nous pouvons nourrir pour qu'elles soient d'actualité et que nous pouvons utiliser
par exemple en cartographie participative, pour créer des cartes adaptées, alors pour une association, pour un département. Les SDIS, par exemple, les pompiers, utilisent très souvent OpenStreetMap parce qu'ils y mettent leurs propres points d'intérêt à eux, à leur métier, les routes qu'ils doivent prendre, les points d'eau, enfin, tout ce qui correspond à leur métier. La cartographie, c'est un outil de décision. Rendre un outil de décision dans les mains de tout le monde, ça me semble vraiment très important. C'est un outil de décision, ça s'appelle les cartes d'état-major et c'est pas pour rien, quoi. L'autre grand système, c'est Wikipédia. Franchement, c'est fabuleux. Se passe-t-il une journée sans que vous regardiez quelque chose sur Wikipédia, hein? Oui? Bon, pour moi, hein. Il y a toujours quelque chose d'intéressant sur Wikipédia. Enfin, il y a toujours un débat à table qui a besoin qu'on vérifie quelque chose. Voilà. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ça a des défauts, hein. J'ai écrit pas mal là-dessus. C'est une production humaine, donc derrière, il y a une tendance à la bureaucratisation, il y a des choses comme ça. Mais par contre, comme capacité à organiser collectivement le savoir, c'est un outil absolument extraordinaire. Il y a les Creative Commons, c'est-à-dire la capacité à dire j'ai créé quelque chose, mais en fait, je veux le distribuer. Ce qui m'importe, c'est qu'on le distribue et c'est non pas que je sois rémunéré pour ça. Qui distingue souvent d'ailleurs la création professionnelle qui a besoin d'être rémunérée de la création amateur. Or, si une chose a été permise par Internet, c'est la création amateur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même absolument extraordinaire, cette capacité pour l'amateur de se présenter, parfois même de devenir professionnel suite à son travail d'amateur. Alors, dès le début de l'Internet, un autre grand projet, qui a été le projet Gutenberg, qui était de numériser toutes les œuvres du domaine public. Ça marche pas mal, hein, puisque c'est en fait grâce à ça que nous avons aujourd'hui accès en numérique, en tout cas, à la majeure partie des œuvres du domaine public. C'est l'accès libre à la science. C'est la capacité pour les chercheurs de publier non plus uniquement au travers de grandes entreprises monopolistiques. Vous savez qu'il y a 4, maintenant ils étaient 5, ils ne sont plus que 4 grands éditeurs scientifiques qui captent en fait toute la plus-value sur le travail fait par les universitaires. Alors ça a commencé en 93 par ce jeune homme qui avait un ordinateur inutilisé et qui s'en est servi pour faire un dépôt d'archives des publications en physique des hautes énergies. Depuis, ça a ses héros, malheureusement pourchassés, parce que les fameux, vous savez, quand on est monopolistique, qu'on est 4 sur le marché, on a aussi beaucoup de pouvoir de lobbyisme. Alors donc c'est Aaron Swartz qui a dû se suicider et Alexandra Elbakyan qui a créé le système le plus utilisé par les chercheurs du monde, c'est-à-dire les chercheurs qui n'ont pas forcément accès à une bibliothèque avec ses richesses et qui peuvent comme ça récupérer les données. On a le développement d'une science participative avec d'une part la fabrication participative, les Fab Labs, hein, donc ces nouveaux tiers-lieux qui utilisent le numérique comme moyen relationnel pour créer des objets. Et ça aussi, bien comprendre qu'il y a de toute façon le numérique, il n'est pas abstrait, il n'est pas weightless comme j'ai dit au début. Et puis les sciences participatives, par exemple Viginature, et la capacité à faire que les enfants regardent mieux le monde autour d'eux pour remplir les données. Il y a les données ouvertes. Vous savez que la puissance publique capte toute une série de données pour les services qu'elle doit rendre à la société. Depuis la loi pour une république numérique de 2016, il y a maintenant l'obligation pour la puissance publique de fournir ces données dans un schéma réutilisable de manière à ce que d'autres puissent en servir. D'autres, c'est qui? Alors nous imaginons bien sûr que ça va être les associations, les écologistes, les citoyens, etc. Ça peut être aussi les entreprises. Voilà. Donc il y a une contradiction. Rien n'est simple dans ce domaine-là, mais on peut quand même penser que le silence des données cache quelque chose, ce qui veut dire aussi que peut-être qu'après avoir la période EMI, d'éducation aux médias et à l'information, il va falloir faire de l'éducation aux données. Et il y a la production d'images. Je pense que c'est vraiment extraordinaire le nombre d'images qui peut être produites à la minute, qui sont des vidéos, des images fixes, des choses qui sont distribuées tout autour de nous et par tout un chacun.
Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un outil fabuleux d'apprentissage collectif parce qu'il y a des tutoriels absolument partout. Et non seulement des tutoriels, mais des capacités de poser des questions et d'obtenir des réponses. Pour les informaticiens, ils connaissent bien le système qui s'appelle Stack Overflow. A priori, plus personne ne programme sans avoir Stack Overflow d'ouvert, c'est-à-dire quand on a quelque chose qui ne marche pas, eh ben on regarde est-ce que la question a été posée et qui a donné des... Alors, bonne réponse, ça c'est une autre chose. Là aussi, on a des réponses. À nous de les évaluer. Il reste des choses à faire collectivement. Enfin, il y a la capacité d'organisation. Ah oui, c'était une vidéo, donc elle ne lance pas. Pendant Nuit debout, il y a eu un concert avec la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, présenté par 250 musiciens qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui avaient rempli tout simplement un tableur sur un Framapan. J'arrive à conclure en 4 diapos, je crois. La première, c'est sur la notion de panique morale. Une panique morale, c'est un terme utilisé par les sociologues et puis qui est élargi par les gens des sciences de l'information et de la communication, qui dit que ça serait globalement un comportement qui menacerait la société traditionnelle. Il faut bien comprendre que quand on dit panique morale, c'est qu'il y a des gens qui sentent que la tradition va être menacée. Il y a une médiation intensive, c'est-à-dire on va pousser à l'extrême une situation pour faire peur. Cas typique, je ne sais pas si vous vous rappelez ce jeu Pokémon Go. Les premiers articles sur Pokémon Go, c'était « Les prédateurs sexuels vont capter vos enfants grâce à Pokémon Go ». Il n'y a jamais eu. Aucun fait. Par contre, la presse en a beaucoup parlé, les médias en ont beaucoup parlé, etc., surtout aux États-Unis. Enfin, le troisième élément d'une panique morale, c'est qu'il y a donc des entrepreneurs de morale, comme dit Howard Baker, qui vient de nous quitter. Des entrepreneurs de morale, c'est-à-dire des éditorialistes, des gens dont le métier, en fait, est d'édicter des règles morales. Face aux paniques morales, je pense qu'il est important de garder un esprit critique. Mais attention, dans l'esprit critique, à ne pas sombrer dans le mépris de classe. C'est toujours les autres qui font des fake news. Ça ne nous est jamais arrivé. Moi, je le confesse, je me suis fait avoir plus d'une fois. Voilà. Donc, non. Il faut arrêter. Il y a effectivement une circulation de fausses nouvelles. Il faut donc garder le doute. Hein. Le doute, c'est un élément essentiel de l'activité scientifique. Hein. Si on ne met pas en doute ce qu'on sait, alors on n'inventera pas ce qu'on doit savoir ou ce qu'on va savoir plus tard. Mais en même temps, douter de tous, c'est une maladie mentale. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui font commerce de doter de tout, qui en ont décidé que plus ils allaient lancer de doutes, plus ça allait être des marchands de doutes, et plus, d'une part, la société traditionnelle va perdurer, parce que c'est bien sûr le meilleur moyen de faire perdurer les pouvoirs dominants, que de douter de tout. Et deuxièmement, c'est un puits sans fond, ils peuvent renouveler leur fonds de commerce en permanence, puisque le doute, ah oui, nous aimons douter aussi. Alors, moi, je pense que là, c'est important. Le danger principal de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la construction de l'apathie. C'est-à-dire quand on est dans le doute permanent, quand on est dans le fait de devoir se demander si ce qu'on nous dit, c'est juste ou faux, quand on est dans l'absence de débat scientifique, hein, on a pu le voir avec le Covid, tout ça, ça crée une société où les gens vont dire c'est trop compliqué pour moi. Alors, j'avoue, comme j'ai été quand même très vite sur Internet, au début, j'ai rencontré ça. C'est trop compliqué pour moi. Puis finalement, tout le monde s'en sert. Mais tout le monde s'en sert sans réfléchir à ce qu'est le système, à ce qu'il développe, ce qui est caché dessous, toute cette économie de la trace dont j'ai pu parler, etc. Toute cette culture numérique qui, à mon avis, il faut développer. Alors, nous sommes peut-être en train de vivre une nouvelle blessure narcissique. Hein. Il y en a eu une première. C'est quand Freud a essayé de nous expliquer que je est un autre, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire que nous avions un inconscient qui parlait à notre place. Peut-être que la nouvelle, c'est de se poser la question aujourd'hui. Nous nous apercevons que les animaux, d'un côté, ont des concepts, sont capables de dégager des concepts, alors que nous croyions que la conceptualisation était impropre de l'humain. Et puis, de l'autre côté, nous nous apercevons que les machines sont capables de parler. Et entre les deux, c'est quoi notre humanité? Quel est le tissu de notre humanité avec la nature
et quel est le tissu de notre humanité avec les machines. C'est quoi notre devenir cyborg, comme disait Dana Haraway. Voilà. Et ça, c'est un peu la fin du mythe moderne, représenté par Descartes, où l'homme pouvait être tellement différent de la nature qu'il allait devoir la dominer, que la simple pensée était la définition de l'humanité. Et donc face à ça, à quoi sert la culture numérique? Ben moi je pense que ça sert à élargir l'autonomie des individus, c'est-à-dire à réfléchir en fait à ce monde qui va être organisé par les gens du numérique, organisé physiquement, c'est-à-dire les réseaux, le pouvoir, l'argent, et organisé idéologiquement, d'où la nécessité, comme toujours face aux idéologies, de prendre du recul et donc de se former. Se former, c'est très important. Si je publie des livres de culture numérique, c'est parce que j'estime que c'est un élément essentiel de la citoyenneté du XXIe siècle. L'écologie et le numérique sont les deux choses radicalement nouvelles du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, nos capacités à nous former, à comprendre la culture écologique et la culture numérique sont les moyens d'être des citoyens du XXIe siècle. Ça demande du travail, mais la liberté a toujours demandé du travail. Voilà, je vous remercie.